Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Notre programme ce soir, le voici. C'est notre grand débat autour de cette question. Peut-on enquêter sereinement en France? Cela fait des années que l'on constate des violations du secret d'instruction dans des affaires très médiatisées. L'affaire du petit Grégory, il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, l'affaire Maëlys, mais aussi dans les enquêtes antiterroristes ou politico-judiciaires. Qui balance, qui fait fuiter des infos cruciales et pourquoi? Avec nos invités, nous allons essayer de creuser ces relations complexes et ambiguës entre médias, police et justice. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Le match des idées, il opposera ce soir Jean Birnbaum à Jean-Marie Roire. Nous allons parler de cette écriture inclusive qui divise. L'écriture inclusive, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de citer en permanence le féminin et le masculin dans une même phrase, quitte d'ailleurs à réinventer un peu la langue française. L'Académie française a fait savoir tout à l'heure qu'elle était contre, absolument contre. Vous verrez le communiqué, nous en débattrons sur ce plateau. Mais d'abord, cette question des connivences, médias, police et justice. Le sujet revient sur le tapis suite à l'affaire Maëlys. Des informations capitales de l'enquête ont été publiées dans la presse, provoquant une passe d'armes inédite entre le procureur de Grenoble et le patron de la gendarmerie. On abordera cette question des fuites et de la guerre des services avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, retour sur les faits avec Fabien Recker. C'est une information relayée par plusieurs médias le 19 octobre dernier qui a mis le feu aux poudres. Une information selon laquelle les gendarmes en charge de l'enquête sur la disparition de Maëlys tenteraient d'exploiter une image de vidéosurveillance. Sur le cliché en cours d'analyse, les enquêteurs auraient reconnu le véhicule du principal suspect, ainsi qu'une forme blanche qu'ils soupçonnent être le corps de la fillette. Une information que les proches de Maëlys apprendront par voie de presse, la énième fuite dans cette affaire. Alain Jakubowicz, avocat du suspect, porte plainte pour violation du secret de l'instruction. Une enquête est ouverte par le procureur de Grenoble qui ne mâche pas ses mots à l'égard des enquêteurs. Ce qui est scandaleux, ce sont les violations multiples du secret de l'instruction dans le début de cette affaire d'éléments qui nuisent à l'enquête, dont les journalistes sont en possession, alors même qu'ils n'ont pas à l'être et que seuls les enquêteurs les connaissent. Cela ne peut plus durer, mais j'ai l'impression que l'affaire Grégory n'a servi de leçon à personne. Fait rare, l'enquête n'est pas confiée au service interne de la gendarmerie, mais aux policiers de la direction centrale de la police judiciaire. Réaction du général Richard Lizuret, patron de la gendarmerie. Je ne peux pas laisser accuser, comme ça, sans preuve, mes enquêteurs qui donnent de leur temps, qui donnent de l'énergie, qui donnent de leur disponibilité et qui font le maximum pour faire triompher la vérité. Une passe d'armes qui vient envenimer encore un peu plus un dossier déjà plombé par le piétinement de l'enquête et qui pose la question des rapports toujours difficiles entre justice, enquêteurs et journalistes. Et on va aller plus loin avec nos invités sur ce plateau. Serge Portelli, bonsoir, magistrat, président de la chambre à la Cour d'appel de Versailles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Anthony Bem, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit à l'image. Mathieu Delahousse, bonsoir, journaliste à l'Obs, spécialiste des affaires judiciaires et auteur de ce livre, La Chambre des innocents, aux éditions Flammarion. Le voilà, ce livre. Le problème de la violation du secret d'instruction, c'est pas nouveau. Presque à chaque affaire, on en entend parler et ça recommence. Mathieu Delahousse, qui balance et pourquoi? Mais le pourquoi est essentiel. Je pense que c'est le ferment de la fuite, c'est l'intérêt du grand public. Il y a des tas d'affaires criminelles qui n'intéressent personne. L'affaire Maëlys, depuis 2 mois, elle résonne partout parce qu'elle touche tout le monde. Elle est exactement comme l'affaire Grégory en 1984. Le prénom Maëlys, c'est sans doute le prénom qu'ont hurlé dans la nuit les parents de cette petite fille quand ils l'ont recherchée à l'issue de cette soirée de mariage, est un prénom que chacun a maintenant à l'esprit parce que c'est cette disparition que chacun a connue quand on a un enfant qui dure 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, qui est une inquiétude qui prend aux tripes et qui fait qu'aujourd'hui cette affaire est devenue nationale. Maëlys est une grande cause nationale et les gendarmes qui sont chargés de cette enquête savent à quel point ils sont suivis, scrutés et à quel point leur résultat sera important. Et alors donc, moi je comprends l'intérêt du public et je comprends l'intérêt du journaliste qui cherche le scoop. Je m'interroge sur l'intérêt du policier, de l'avocat, du gendarme, de ces fuites de cabinets d'instruction. Quel est leur intérêt à eux? Alors il y a un intérêt qui est quasiment d'ordre public, il n'est pas appelé comme ça dans la loi, mais les magistrats, les policiers et les gendarmes ont été amenés à communiquer officiellement par le biais de conférences de presse pour montrer finalement qu'ils travaillaient, que la justice suivait. Il y a un trouble à l'ordre public, il y a un trouble social considérable qui est causé par cette disparition. Finalement, le message de communication
général, qui n'est pas je ne parle pas des fuites dans l'enquête, mais le fait que policiers, gendarmes et procureurs, par le biais de conférences de presse, prennent la parole, c'est quelque chose pour légitimer leur travail. Ça, d'accord, il y a un travail de transparence. Les fuites, moi, je m'interroge sur les intérêts revanche, des arrivent fuites. pour montrer, souvent, il y a un concours entre services pour montrer que le travail avance. Et là, on n'est non plus dans la communication vertueuse, on est dans la communication perverse. Serge Portelli. Oui, vous savez, comme vous l'avez dit au début, le secret de l'instruction et les violations du secret de l'instruction sont aussi vieilles que l'instruction elle-même. Ça a toujours existé, alors évidemment avec l'essor des médias, en plus des médias d'information permanente. Mais jusqu'où ça va ? Jusqu'où ça va, Serge Portelli? Est-ce que, par exemple, ce sont des amitiés journalistes, policiers, avocats? Est-ce que ce sont des services rendus, des échanges de bons et loyaux services? Est-ce que ça va plus loin? Est-ce qu'il y a des cadeaux? Est-ce qu'il y a de la corruption? Vous avez l'air de bien connaître le sujet. Non, je me suis renseignée. Non, sérieusement, on se pose la question. Je suis très sérieux aussi. Vous savez, dans les petits tribunaux, j'allais dire, en province, moi, j'ai été pendant très longtemps au tribunal de Melun. Et le lundi matin, je ne veux pas faire de réclame pour le seul journal hebdomadaire de cette région, mais je lisais effectivement La République de Seine-et-Marne le lundi matin. Et puis, je savais quelles allaient être les affaires qui me seraient présentées dans l'après-midi. Il y a, à petite échelle ou à grande échelle, effectivement des connivences variées, j'allais dire. Vous avez étudié un petit peu toutes les hypothèses possibles, mais il y a des habitudes qui sont là, qui se créent, et ce qui est presque impossible à établir, et c'est pour ça qu'on en discute depuis des années, c'est qui a fait fuiter quoi. Moi, j'étais très longtemps juge d'instruction, mais surtout doyen des juges d'instruction. Mais on le sait finalement, qui a fait fuiter quoi. C'est ce que j'allais vous dire. C'est que, en tant que doyen, et franchement, j'aurais préféré donner ça à quelqu'un d'autre, j'étais chargé de toutes les enquêtes et toutes les instructions qui étaient ouvertes pour violation du secret de l'instruction. Voilà. Et je dois le dire, peut-être au grand désespoir de ma hiérarchie, je n'ai jamais abouti à quoi que ce soit, parce que, un, c'est très difficile, et deux, vous avez des suspects qui ne sont pas ordinaires. Imaginez l'enquête qui va être confiée à la police, où vous avez... tout le monde est suspect, du procureur... Est-ce qu'il n'y a pas une omerta, Anthony Bem, sur cette question des fuites? Bien sûr, une omerta. En fait, la principale activité du journaliste, c'est aussi le réseautage. C'est-à-dire que c'est l'enquête de terrain, mais c'est savoir lier des amitiés, des affinités, des relations avec des policiers, des gendarmes, des juges, des avocats, qui au travers de ces relations peuvent avoir à communiquer des informations. Et puis en interne, dans ces petites juridictions que vous dites de province, c'est vrai, pour nous Parisiens, ce sont des petites juridictions, et où tout le monde se connaît plus ou moins. Policiers, gendarmes. Et c'est trop facile d'en parler, ce sont des grosses affaires, les médias en font des grosses affaires. Du coup, ils se sentent investis d'une grosse affaire, et partant, ils dévoilent à un tel, se sentant important, parce que c'est pour eux une lumière, un éclairage à un instant précis qu'ils n'auront peut-être jamais. Donc il y a un intérêt en termes d'ego, en termes de carrière, en termes de... C'est une question d'ego, je pense. Certains ont du mal, ne sont pas tenus par un secret professionnel, ou sont tenus par un secret professionnel, mais peuvent avoir à révéler, parce que c'est plus fort qu'eux. Alors, la polémique autour de l'affaire Maëlys et autour des attaques contre la gendarmerie s'est invitée au Sénat. Christian Cambon, sénateur LR, a fait part de son exaspération et a d'ailleurs apporté son soutien aux forces de l'ordre. Et Gérard Collomb s'est exprimé également sur ce sujet cet après-midi. Je suis tout autant attaché au secret de l'instruction. Et je pense que la médiatisation de ce genre d'interpellation n'est souhaitable ni pour le parquet, ni pour la gendarmerie. Si le procureur de la République a des accusations à porter, en l'occurrence elles sont graves, contre la gendarmerie, je pense qu'il sait à qui s'adresser. Et moi je vois simplement le danger que les réseaux, les médias, les gens peu informés peuvent utiliser pour mettre en cause un corps qui ne mérite pas de l'être. Et mon observation s'arrête à cela, car je suis comme vous attaché
au secret de l'instruction et au respect des familles. Nous voulons avoir des rapports qui soient excellents sur les forces de sécurité et puis la justice. Nous en avons parlé hier avec Madame la garde des Sceaux. Nous ferons tout, et vous le verrez dans les prochains jours, pour qu'effectivement on voit que sous ce gouvernement, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice travaillent ensemble. Voilà, on a entendu le sénateur parler de danger. Je voudrais qu'on s'arrête également sur les propos de maître Thierry Moser, avocat de Christine et Jean-Marie Villemain, les parents de Grégory. Je le cite, dans l'affaire Grégory, la médiatisation a fait du tort à la recherche de la vérité. En plus, cela a fait peur à des gens qui auraient pu potentiellement parler, mais qui ont préféré ne pas le faire à cause de la médiatisation. Mathieu Delahousse, les conséquences sont quand même sérieuses. Oui, et la frontière, elle est totalement là pour nous, journalistes. C'est qu'il y a plusieurs données qui sont complexes et qui vont un peu au-delà des poncifs qu'on peut donner sur les journalistes, ou peut-être même sur ce qui pourrait balancer au sein des services d'enquête. Il y a quand même un droit à l'information qui est consacré par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas rien. Il y a le secret des sources qui existe, mais il y a une ligne infranchissable, et les journalistes qui la franchissent, pour le coup, sont dans l'erreur. C'est la perturbation de l'enquête et la divulgation d'éléments qui mettent en danger les investigations. Et on n'a tiré aucune leçon de l'affaire du petit Grégory, où les journalistes ont justement empêché de trouver des preuves, ont piétiné des preuves. Alors, l'affaire Grégory, 1984, mars 1998, Guy Georges, tueur de l'Est parisien, est sur le point d'être interpellé par les hommes de la brigade criminelle. Ils sont en position partout dans Paris, notamment du côté de la gare du Nord, et on sait qu'une radio va ce matin-là dévoiler son identité, provoquant une irritation terrible des hommes de la brigade criminelle, n'ayant aucune conséquence cette fois-ci sur l'enquête, puisque Guy Georges sera bel et bien interpellé. Mais malgré tout, ces deux exemples-là doivent rester en permanence dans l'esprit pour savoir à quel moment le journaliste peut en dire suffisamment pour informer, mais pas trop pour mettre en péril l'enquête. Entre-temps, je pense, de façon vertueuse et pas de façon naïve, que nous, on a tiré des leçons, nous, journalistes, de tout ça, notamment à l'occasion des attentats terroristes qui touchent la France. Il y a un journalisme en état d'urgence qui n'est pas évident à pratiquer, qui est d'ailleurs critiqué par un certain nombre d'avocats, notamment, qui s'estiment que le contradictoire, aussi dans ces affaires-là, devrait permettre des fuites, d'une certaine façon, pour montrer l'innocence de leurs clients. Mais c'est vrai que dans la période terroriste, dans la période où on était avec une précaution extrême sur l'opérationnel des forces antiterroristes, la presse a dû prendre des précautions et que ça a été compensé, il faut le souligner, d'un autre côté, par un exemple parfait de communication qui est celle de François Molins, qui, procureur de la République, a lui pris la parole. Si on ne donne rien à l'opinion publique pour lui expliquer ce qui se passe, ce sont les journalistes qui vont chercher l'information. On va forcément vers un système vicié et vers un système pervers. Serge Portelli, la médiatisation de l'affaire, les fuites, ce sont des éléments qui viennent perturber sérieusement les enquêtes, entraver des enquêtes, bafouer la présomption d'innocence ? Écoutez, moi je suis, tout autant que notre journaliste présent, Mathieu Delahousse, je suis très très attaché, en tant que juge, en tant que défenseur des libertés, à l'obligation d'informer la population d'un certain nombre de faits importants, y compris des enquêtes judiciaires qui sont en cours. Jusqu'à une certaine limite. Jusqu'à une certaine limite, mais je veux dire, il faut partir de ce principe-là. C'est-à-dire il ne faut pas renverser les choses et les principes, dire il y a le secret de l'instruction, donc il en découle que. Non, on est dans une démocratie, il faut qu'on informe le public, il faut que les journalistes exercent leur métier, le devoir d'information est absolument essentiel, et le secret de l'instruction est une petite exception à ce grand principe qui est un grand principe démocratique. Alors, oui, on parle de la médiatisation de l'affaire, mais moi, ce qui m'étonne surtout, en l'occurrence, c'est plutôt la médiatisation de cette subite enquête qui vient d'être décidée pour violation du secret de l'instruction. Enfin, il y a parce que c'est comme une très contradiction. Rare. Pas l'enquête, mais le fait qu'on prenne la parole pour attaquer d'éventuelles fuites qui viendraient de la gendarmerie. Je dis, enfin, c'est très rare, et je pourrais même dire, sans trop m'aventurer, que c'est très choquant. Je veux dire, c'est une affaire qui n'a pas besoin de ça, qui est déjà assez compliquée comme ça. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Je pense que quand on ouvre une enquête pour violation du secret de l'enquête ou de l'instruction,
il vaut mieux que ça se passe, je ne dis pas en catimini. Mais de manière discrète, quoi. De façon discrète, ne serait-ce que si on veut avancer sur l'enquête elle-même. Sur le fond de l'affaire. Enfin, c'est très rare quand même de débuter une enquête par un communiqué du procureur de la République en disant il y a une violation du secret et c'est un tel qui l'a commise. Anthony Bem, vous êtes d'accord? C'est un peu à la justice de faire avec cette liberté des journalistes? Je crois qu'on mélange pas mal de choses. Je vais mettre un pied dans la mare. La liberté d'information est une chose. Évidemment, on ne peut pas être contre la liberté d'information. Mais il y a aussi un autre principe. C'est celui de la présomption d'innocence, du droit à l'oubli, de la réputation qui est aujourd'hui une réputation numérique, qui est illimitée dans le temps, dans l'espace, ad vitam aeternam. Une fois que le mal est fait, que des révélations sont faites, comme nous avons à faire dans l'affaire Maëlys, où le prévenu, qui est simplement prévenu, qui n'est pas... condamné, en tout cas. Aujourd'hui, qui n'est pas condamné, qui bénéficie de la présomption d'innocence, se retrouve dans une situation où son procès, pour l'opinion publique, quelque part, est déjà fait, au travers de toutes les informations, les détails, en réalité, de l'enquête qui ont été révélés. Donc, l'enquête n'a pas besoin de cela. Donc là, vous parlez du tribunal médiatique, quoi. C'est le tribunal médiatique. Et en fait, ce sont les médias, finalement, qui font le buzz sur certaines affaires, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour juger, et qui font que l'affaire prend une importance, et que la défense dans notre affaire ici a besoin, au point que la défense a besoin ici de devoir faire une plainte pour violation du secret de l'instruction. Et c'est très grave. Pourquoi? Parce que derrière, ce sont les éventuels journalistes qui ont relayé les informations, qui se retrouveraient receleurs de l'information, eux-mêmes auteurs d'une infraction pénale. Et c'est toute la chaîne d'information, donc évidemment personne ne sera coupable dans cette affaire de la violation du secret d'instruction. Ce sont les gendarmes peut-être, ce sont les juges peut-être. On ne trouvera pas, on n'enquêtera pas, on ne saura pas. Mais on ne va pas enquêter sur nous-mêmes. C'est le serpent qui se mord la queue. Les journalistes ne sont pas tenus au secret de l'instruction. Non. Enfin, c'est quand même un principe légalement, ils de ne le base. sont pas, c'est vrai. Le secret de l'instruction, c'est un secret professionnel. C'est une modalité d'un secret professionnel qui concerne tous ceux qui concourent à l'information ou à l'enquête. Et que je sache, les journalistes ne sont pas encore tenus à ce secret parce qu'ils ne concourent pas à l'enquête, même s'ils peuvent mener eux-mêmes leur propre enquête. Enfin, ça s'appelle des journalistes d'investigation, et il y en a même en matière judiciaire, donc on ne va pas les empêcher de mener leur enquête. Il faut rappeler que les journalistes ne sont pas protégés, les journalistes ne font pas n'importe quoi. Il y a l'article 135 du Code de procédure pénale qui fait qu'effectivement il y a le secret des sources qui est essentiel parce qu'on est là sur d'autres affaires. C'est leur seul moyen de contrôler. Sur les lanceurs d'alerte, etc. Mais les journalistes, évidemment, peuvent être poursuivis pour diffamation, pour atteinte à la présomption d'innocence. Et je pense aussi qu'on n'est pas dans une profession, contrairement à celle des avocats, contrairement aux magistrats, on n'est pas dans une profession qui est réglementée. Nous n'avons pas d'ordre. En revanche, ça ne nous empêche pas d'avoir une certaine déontologie. J'ai cité celle de la limite de l'enquête. Après, il y a cet appel à la responsabilité qui est lancé. Dans le cas présent, évidemment que le mis en examen a le droit à la présomption d'innocence. Évidemment aussi que l'histoire, quand elle est racontée telle qu'elle a été racontée par le procureur de la République en conférence de presse, il y a une vérité qui se dégage de ces discours, qui est une vérité qui chacun se permet une conclusion sur cet aspect. Alors, les fuites, les connivences, les indices peuvent-ils avoir du bon? On a posé la question à un journaliste d'investigation, justement, vous en parliez, c'est Karl Lask, il est co-auteur avec Fabrice Arfi d'un livre enquête qui fait beaucoup de bruit en ce moment sur le financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est Fabien Recker qui l'a interrogé cet après-midi. On est journaliste, donc on a besoin d'informations, on va à la chasse, entre guillemets, aux informations. Donc on a cet objectif, au fond, de contourner les secrets ou je dirais, ou les règlements qui imposent aux professionnels de la justice, aux professionnels de la défense, aux professionnels de toute catégorie qui leur imposent le secret. Donc forcément, on est pour plus d'ouverture, disons, que ce qu'on constate dans les affaires judiciaires. Non, nous, on n'est pas évidemment pour que l'institution se referme, on n'est pas pour qu'il y ait des mesures autoritaires visant la presse.
Oui, parce que là, on parlait des faits divers, mais dans des potentiels scandales politico-financiers, il faut bien avouer que les fuites peuvent déboucher sur des révélations scandaleuses et utiles à la démocratie, Anthony Bem. Bien sûr, ça peut aider. Les indices sont là pour communiquer des informations qui peuvent être cruciales et qui peuvent permettre même à la justice parfois d'avancer dans certaines enquêtes. Parce que comme vous l'avez dit très justement, les journalistes peuvent aller sur le terrain, enquêter et avoir des éléments qui permettent aux enquêtes d'avancer. Mais par rapport à l'époque de l'affaire du petit Grégory des années 80, il y a quand même un élément nouveau qui est apparu dans le monde entier, ça s'appelle les lanceurs d'alerte. Et c'est quelque chose, on a entendu Lasquet tout à l'heure, qui bouleverse complètement les données des affaires de violation du secret de l'instruction ou de l'enquête. Vous avez effectivement un certain nombre de dossiers maintenant qu'on s'attaque, que la justice peut s'attaquer à des hommes d'affaires, à des hommes politiques, ce qu'on ne voyait absolument pas dans les années 70, je le rappelle. Vous avez un certain nombre d'enquêteurs, quels qu'ils soient, qui se disent « mon devoir est de porter cette affaire devant l'opinion publique, parce que ça ne concerne pas que mon petit dossier, ça ne concerne pas que mon petit tribunal, ça concerne le pays tout entier, ça concerne les institutions, et vous avez cité un certain nombre d'affaires qui, évidemment, sont connues de tout le monde et qui n'auraient jamais avancé sans quelques fuites soigneusement organisées. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais on parle de fuites néfastes pour certaines enquêtes dans des affaires, dans des faits divers, qui portent potentiellement atteinte à la présomption d'innocence d'accusés dans des faits divers, mais on ne parle pas de cette présomption d'innocence de ces hommes ou femmes politiques incriminés aussi dans ces enquêtes, et à cause de fuites, Mathieu Delahousse. On en parle tout le temps, on en parle à chaque instant, dans chaque affaire. Mais ça dérange moins, là, sur ce plateau, par exemple, ce soir. Les avocats des mises en cause l'évoquent. Et par ailleurs, les fuites dans les affaires politico-financières, elles existent. Alors, je pense que c'est un postulat de base. On peut tourner autour de grands débats. Il y a eu des colloques qui, pendant des heures, sont organisés autour du constat. Je pense qu'il faut être assez clair, c'est que le secret de l'instruction, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si on le viole ou pas, c'est la question de savoir jusqu'où on le viole. Le débat qui est porté aujourd'hui par le livre de Fabrice Arfi et de Karl Lask, qui est un livre passionnant, provoque une polémique considérable, notamment chez nos confrères du Point. Une tribune extrêmement intéressante est publiée par l'avocat Richard Malka au sujet du fait de est-ce qu'on va trop loin ou non dans cette violation du secret d'instruction. Pour être détaillé, pour raconter l'histoire très brièvement, il se trouve que dans ce secret de l'instruction qui est violé, il y a énormément d'éléments qui sont d'intérêt public, puisqu'on raconte comment l'argent libyen potentiellement aurait fourni cette campagne et quels sont les éléments d'enquête. Mais il y a des enregistrements entre une attachée de presse, celle de Nicolas Sarkozy, et entre des journalistes. Aujourd'hui, Le Point considère, alors moi je suis à l'Obs, je ne fais pas porte-parole du Point, mais considère que cette violation est excessive. Le débat... Ils ont pris la place des enquêteurs. C'est un procès à la place du vrai procès, quoi. C'est surtout que c'est une violation du secret... c'est une violation de la vie privée, c'est une violation du fonctionnement journalistique. La question est de savoir est-ce qu'il était nécessaire ou non de le faire. Mediapart a répondu au Point en disant qu'il était nécessaire de montrer qu'il y avait aux yeux de Mediapart une connivence entre Nicolas Sarkozy et cet hebdomadaire. Au contraire, Le Point considère qu'on ne peut pas, et sous aucun prétexte, violer les correspondances privées des journalistes. Et le débat qui vient sur les affaires, il est porté là-dessus. Il est plus porté de savoir si on viole ou non les affaires. L'affaire Clearstream, l'affaire Bettencourt, l'affaire Cahuzac ont montré que ce secret était un secret vain. L'affaire Fillon l'a très bien montré aussi, parce qu'on est dans un temps politique et que la violation du secret d'instruction fait partie aujourd'hui de nos informations. Anthony Bem, ça complique sérieusement le travail des avocats, ça, cette enquête des journalistes, les journalistes qui se transforment en enquêteurs. Complètement. Il y a un problème de réputation qui se mêle au problème judiciaire, en fait, pénal, qu'il faut gérer parfois, mais c'est a posteriori qu'on le gère. Pour l'instant, dans l'urgence, lorsqu'on est amené à traiter d'une affaire pénale, on a autre chose que de se préoccuper de la réputation. Évidemment, ce sont des choses dont on peut se charger après, pour les problèmes de diffamation, pour les problèmes d'atteinte au droit à l'image, à la présomption d'innocence, etc. Pour le moment, c'est une question de priorité, l'aspect pénal, mais c'est vrai que c'est un autre problème qui, avec l'évolution des médias, Internet, aggrave les situations. Alors, on ne peut quand même pas s'empêcher de dire que la défense aujourd'hui, le métier d'avocat, en grande partie, c'est une défense médiatique. La plupart des avocats
que je connais bien, qui s'occupent des affaires politico-judiciaires, sont des avocats que tout le monde connaît parce que ils vont devant les micros à la sortie d'une instruction, d'une confrontation, on les voit répondre à tous les journalistes et c'est très bien d'ailleurs. Ils sans font révéler leur métier. De faits sur l'enquête en cours, c'est une subtilité, c'est-à-dire on joue sur les mots, il faut faire attention. Il faut distinguer révélation d'une information sur une enquête et parler d'une enquête en cours, mais sans révéler d'informations de faits, d'événements, d'informations du dossier. On parle sur des choses assez générales, mais qui ne concernent pas l'enquête en réalité, véritablement. Certains avocats parviennent à faire... Oui, alors là, c'est pas ce que je vois, moi. Mais bon. C'est-à-dire, développez, allez-y. Non, mais quand vous avez une conférence de presse par 2 ou 3 journalistes, on a vu ça dans les affaires mettant en cause Nicolas Sarkozy, ou dans des affaires purement judiciaires, comme dans l'affaire du petit Grégory. Enfin, je veux dire, on aborde des points extrêmement concrets. On parle d'expertises qui viennent d'être discutées chez le juge d'instruction. On reprend des déclarations qui viennent d'être faites au cours de l'acte d'instruction qui vient de se dérouler. Donc, non, enfin, moi je fais confiance quand même aux avocats pour savoir bien utiliser les médias et en même temps pour défendre bec et ongle la présomption d'innocence. Enfin, ce sont des avocats qui sont quand même très chevronnés, qui connaissent leur métier. Donc voilà, enfin, moi je me souviens très bien de l'affaire DSK. Il nous reste quelques secondes. Mais simplement dans ce trio infernal, parce que c'en est un, le journaliste a aussi une responsabilité, c'est de ne pas être uniquement utilisé. Parce que je pense que c'est une notion intéressante. Les avocats savent parler publiquement, les avocats savent informer moins publiquement, mais le journaliste n'est pas un porte-parole de telle ou telle cause de la défense. On est là pour construire une histoire, on n'est pas là pour résumer les positions. Et vous l'avez dit, c'est un triptyque, un trio infernal. Merci à tous les trois d'être venus parler de cette question ce soir. Merci d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Jean Birnbaum à Jean-Marie Roire. On va notamment s'interroger sur la pertinence de l'écriture inclusive qui fait beaucoup débat, qui divise en France. Mais au fait, l'écriture inclusive, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est Stéphane Amalian qui nous éclaire. La polémique a trouvé naissance dans les pages d'un livre scolaire édité chez Hatier. Il inaugure une nouvelle forme d'écriture, désormais baptisée écriture inclusive. L'objectif est de mettre masculin et féminin sur un pied d'égalité. Par exemple, lorsque l'on évoque un métier qui peut être exercé par un homme ou une femme, finit l'utilisation générique. L'agriculteur, l'artisan ou le commerçant voient apparaître un point médian pour assurer une représentation égale des deux genres, au risque de rendre des textes illisibles. Les tenants de ce courant militent aussi pour généraliser l'accord au féminin. Par exemple, une femme auteur doit être qualifiée d'autrice, un terme déjà présent dans le dictionnaire mais qui s'est peu à peu perdu. Les plus stricts préconisent même l'utilisation de termes universels comme les droits humains au lieu des droits de l'homme. Pour ces promoteurs, le passage à l'écriture inclusive serait une condition nécessaire pour l'établissement d'une société égalitaire entre les hommes et les femmes, un avis qui n'est pas partagé par le ministre de l'Éducation. Je trouve que ça ajoute une complexité qui n'est pas nécessaire. La cause, elle est bonne, c'est celle de l'égalité homme-femme, bien entendu. Mais je ne pense pas que ce soit le juste combat de mettre ça sur une façon finalement d'abîmer notre langue. Toujours est-il que le sujet a suscité un débat au sein de l'exécutif. Les ministères du Travail et de l'égalité entre les femmes et les hommes ont récemment préconisé l'écriture inclusive dans les PME et les TPE, contre l'avis de l'Élysée. Le match des idées, il oppose ce soir Jean Birnbaum, bonsoir, directeur du Monde des Livres, à Jean-Marie Roire, bonsoir, journaliste, écrivain et membre de l'Académie française. Donc je vais tout de suite me tourner vers vous parce que l'Académie française a justement publié un communiqué cet après-midi au sujet de l'écriture inclusive et je crois qu'il n'est pas tendre. Ah non, c'est un communiqué qui est en effet assez vif, mais le sujet le méritait. L'Académie parle de péril mortel pour la langue. Mais vous savez, moi j'irais peut-être même au-delà de l'Académie française. Vous seriez encore plus sévère. Non, oui, parce que je considère que ce n'est que l'aboutissement, si vous voulez, d'une dégradation de la langue française qui est épouvantable, qui dure depuis 50 ans, qui avait été d'ailleurs mis en relief par un grand professeur d'université qui s'appelait Etiamble, qui avait écrit le livre sur le franglais, c'est lui l'inventeur du mot franglais. Ensuite, Sioran, tous les grands écrivains, tous les francophones ont dit que l'invasion de la langue française par le franglais était une catastrophe. Ensuite, il y a eu l'affaire de la féminisation
de la langue, il y a eu l'affaire de la réforme de l'orthographe, et à la fin, au bout du compte, maintenant, il y a l'écriture inclusive. Alors, c'est terrible, parce que cette langue française, finalement, on s'en sert pour des combats qui n'ont rien à voir avec la langue française. C'est ça, je crois, le grand malentendu. On mélange tout, vous voulez dire. On mélange tout. On mélange. Personnellement, je suis vraiment féministe. Oui, vous êtes pour l'égalité homme-femme, mais vous moi, êtes je suis à fond. Ça fait sourire. J'attends sa réponse avec impatience. J'allais dire mon adversaire. Non, mais il n'y a que de scoop dans cette émission. Moi, j'ai toujours été féministe. J'aime bien un combat, d'ailleurs, en faveur des prostituées, ce que les gens mènent en général pas beaucoup. Donc, je trouve que les femmes ont raison de se battre pour leurs droits. C'est un scandale que les femmes en France aient eu le droit de vote en 1944, alors que tant de femmes étaient mortes dans la résistance. Et puis, c'est un scandale. Ouais. Donc, je suis très féministe, mais contre leur combat, à travers le français, à mon avis, est un mauvais combat. Jean Birnbaum. Oui. Eh bien, écoutez, moi, justement, on va compliquer les choses. Moi, disons, j'ai une position nuancée sur l'écriture inclusive, mais je voudrais commencer par dire que c'est très intéressant parce que grâce à ce débat et à cette initiative, donc, on a une discussion, ne serait-ce qu'ici, mais un peu partout, sur ce que la langue charrie, en termes de pouvoir. Vous savez, Roland Barthes, qui avait fait les mythologies, ce livre magnifique et très populaire sur les figures de la vie quotidienne, etc., il avait fait sa leçon inaugurale au Collège de France, et il parlait de la langue livrée au pouvoir, à la fatalité du pouvoir. Évidemment que la langue, comme beaucoup d'autres lieux, est un lieu traversé par le pouvoir, par plein de pouvoirs, et notamment par le pouvoir qu'on appelle la domination masculine, bien sûr. Je parlais juste avant avec ma maman, qui est comme vous, elle est féministe, elle est agrégée de lettres et classiques, et donc elle est très attachée à la langue, et elle me rappelait une chose, c'est qu'elle me disait, tu sais, Madame de Sévigné, que vous pouvez nous réciter par cœur, vous, Jean-Marie Roy, Madame de Sévigné, au moment où l'Académie a décidé que les superlatifs seraient mis au masculin. C'est-à-dire qu'on dirait pas, une femme ne dit pas je suis la mieux habillée, elle dira je suis le mieux habillé, la plus étonnée, le plus étonné, etc. Le masculin qui l'emporte. Eh bien, Madame de Sévigné, qui n'était pas, elle ne faisait pas partie des quelques gauchistes qui, depuis 50 ans, auraient défiguré la langue française. En fait, elle a dit, mais j'aurais l'impression d'avoir une barbe si je disais je suis le mieux habillé, moi, Madame de Sévigné. Et en fait, on voit bien que, bien sûr, quand dans quelques jours, je vais animer un forum qui s'appelle le Forum Philo Le Monde Le Mans. Il y aura 1000 personnes dans la salle. Et je vais commencer en disant bonjour à tous. Non, évidemment, je vais dire bonjour à toutes et à tous. On a commencé spontanément à vouloir inclure le fait qu'on a face à nous. Oui, mais ça, à la limite, bonsoir oui, mais c'est ça, à toutes et à tous. Mais c'est ça l'écriture inclusive. Par exemple, quand aujourd'hui, vous avez un syndicat d'infirmières ou d'infirmiers, vous allez avoir peut-être une assemblée où il y avait un homme et tout le reste des femmes. Eh bien, on va dire, ils se sont réunis. On sent bien à plein de petites choses qu'en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça ne veut pas dire qu'il faut lutter contre absolument, etc. En tout cas, on sent que poser ce débat, c'est poser la question de la société, de la domination masculine, et savoir d'ailleurs, on y reviendra après, que c'est très difficile de lutter contre ça, juste à l'échelle, et là on se rejoindra peut-être, de la langue. Parce je me permets de vous arrêter la langue, 2 elle secondes, vit, elle se défend toute parce seule. que vous dites bonsoir à toutes et à tous, effectivement, c'est relativement simple. Mais parfois, à l'oral, ça donne quand même des formulations un petit peu étonnantes. Écoutez. Je n'aime pas le cynisme de parfois celles et ceux qui réussissent et qui se replient dans un égoïsme où le seul but de la vie serait d'accumuler de l'argent. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Je souhaite que nous intégrions de manière irréprochable celles et ceux à qui nous assurons la protection de l'asile ou des titres légitimes. Voilà, on a pris quelques extraits des discours d'Emmanuel Macron qui, effectivement, se caractérisent par un emploi systématique du féminin et du masculin, chacune, celles et ceux. Est-ce que ça vous paraît trop ou pas ? Bien sûr. Écoutez, moi j'ai énormément de respect pour Emmanuel Macron dans la mesure... L'un n'empêche pas l'autre. C'est vraiment un intellectuel, il a été un homme qui est passionné par la philosophie, vraiment c'est un homme de culture. Et ça, je me suis réjoui de ce point de vue-là. Et féministe aussi. Et féministe. Mais quand il... répète chacune, c'est absurde, c'est une faute contre le français, contre le génie de la langue française, puisque, alors, vous considérez que, en effet, il y a un problème de pouvoir dans la langue française. Mais ce pouvoir, il existe quand même, en effet, on peut contester sur la féminisation, moi je serais très libéral, par exemple, quand on dit sur la ministre, par exemple. C'est vrai qu'il peut y avoir un débat. Est-ce qu'on dit madame le ministre, madame la ministre? Certaines ministres. Pompière, on parle de Pompière. Attendez, ça c'est oui. Maintenant, mais ça c'est évident
que pour il y a un certain nombre de métiers qu'on peut mettre au féminin. Ça, et puis, mais en ce qui concerne Madame la ministre, c'est pour les fonctions. Pour les fonctions, la règle, autrefois, c'était que le masculin était le neutre. Mais ça, c'est le génie de la langue française, c'est comme ça. Mais, je dois dire, on peut très bien imaginer de la féminisation. Seulement, en ce moment, vous avez une langue française à 2 vitesses. Vous ne savez pas s'il faut dire... L'Académie dit, il faut dire, Madame la ministre, elle pourrait évoluer de ce point de vue-là. Je crois que l'usage évoluera. D'ailleurs, moi, je vous dis franchement, dans mes articles, je mets la ministre, parce que finalement... Bon. Mais en même temps, je suis en contravention. Et rappelez-vous qu'il y a eu à l'Assemblée nationale un débat où un député a été condamné parce qu'il avait appelé la personne qui dirigeait les débats Madame le Président. Donc, franchement, c'est invraisemblable. Imaginez dans les salles de classe, imaginez au moment où il y a un problème d'intégration, il y a un problème d'analphabétisme, on ne sait plus quoi dire. On est vraiment cul par-dessus tête. C'est vrai, c'est extrêmement grave. Ça nous perturbe, ça va nous perturber, ça va perturber les nouvelles générations, ça les embrouille? Moi, je ne crois pas, parce que j'ai confiance dans les pouvoirs, non seulement dans la langue qui traverse le pouvoir, mais dans les pouvoirs de la langue elle-même, dans le fait qu'elle vit, qu'elle est forte, qu'elle résiste, qu'elle... Et elle écrit le e.e. Mais vous voyez, vous avez montré Emmanuel Macron, il faut juste qu'il articule un peu mieux, parce que le celles et ceux, effectivement, est un peu caricatural, mais il aurait dit on veut intégrer les femmes et les hommes qui, etc. Ça aurait choqué personne. C'est juste là, vous avez fait un montage qui était d'ailleurs très judicieux et très drôle. Oui, pour le coup, c'est assez honnête. Quand on écoute un discours d'Emmanuel Macron, on est frappé par l'emploi systématique de celles et ceux, chacun, chacune. Mais c'est aussi un côté générationnel. C'est aussi parce qu'il appartient à une génération, on a été sensibilisé à ça, et où effectivement, on ne dit pas bonjour à tous, on ne dit pas il, comme ça, quand on voit qu'il y a une majorité parfois de femmes. Donc il y a des choses qu'on a assimilées. Donc la langue elle-même assimile les choses, la langue elle vit, et en même temps, pour aller contre ce que j'ai dit avant, quelque part, je pense qu'il y a une illusion de penser qu'on va résoudre les problèmes autant c'est bien de poser la question de l'inégalité des hommes et des femmes à même les mots, c'est-à-dire à même les mots, à même la langue, autant il est assez illusoire, mais c'est intéressant d'avoir le débat, de penser que c'est en faisant ça qu'on va lutter vraiment ou subvertir la domination masculine et instaurer l'égalité, parce que en fait, il y a une forme, en fait, la langue, elle échappe au pouvoir, et donc elle vit, elle a sa propre vie, elle est indépendante, et là il y a une formule magnifique de ce philosophe que j'aime immensément, qui est mort il y a quelques années, qui s'appelle Jacques Derrida, qui était le philosophe français le plus lu, le plus traduit à l'étranger pendant des années. Il a une phrase magnifique, il dit, vous savez, la langue, en fait, ça n'appartient jamais, ça n'appartient à personne. On ne peut jamais mettre la main sur la langue. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne mettrez pas la main dessus. Et la formule magnifique, c'est pas celle-là. Il dit, je n'ai qu'une seule langue et ça n'est pas la mienne. C'est-à-dire que même la langue la plus maternelle, la plus intime, etc., ça n'est jamais la vôtre. Vous ne pouvez pas mettre la main dessus. Donc ça n'est pas un jouet, ça n'est pas non plus un outil idéologique. Vous ne pourrez pas vous en servir. C'est elle, quelque part, qui résistera et qui vous échappera. Alors, vous oubliez que quand même, c'est sous Jospin qu'il y a eu la féminisation de la langue, qu'on a pris un certain nombre de décisions qui sont apparues au journal officiel. Donc le politique est intervenu. C'est pas seulement, on n'a pas laissé la langue, le libre cours de la langue. Et je voudrais qu'on avance un tout petit peu, parce que l'écriture inclusive a donné lieu à des déclarations aussi parfois un peu étonnantes. On va écouter Geoffroy Lejeune, qui est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Il est allé encore plus loin sur cette question. Écoutez. Et ça me choque énormément, l'écriture inclusive. Parce qu'en fait, c'est juste le produit d'une idéologie féministe hystérique. Et donc, comme c'est intéressant d'ailleurs qu'Adrien, qui est un homme de télévision qui sait bien expliquer des choses compliquées, a un peu de mal à expliquer ce que c'est. C'est pas simple. Féministe et hystérique en même temps, c'est toujours un peu... Mais j'assume totalement. Il assume totalement l'emploi de féministe hystérique. C'est le produit d'une idéologie féministe hystérique. Non, moi je veux dire, je crois que le problème, c'est que deux légitimités s'affrontent. Et deux légitimités frustrées. Il y a une frustration chez les femmes que je peux très bien comprendre, parce que leur combat, vraiment, elles ont mené les combats des suffragettes. Il faut voir à quel point les suffragettes se sont battues pour avoir le droit de vote. Il faut voir le combat pour l'avortement. Il faut voir le combat pour la pilule. Ça a été effroyable, ça a été un combat. Je comprends qu'elles soient frustrées et qu'elles aient besoin de... y compris sur le plan des salaires, sur énormément de plans, sur le plan du harcèlement, enfin, il y a énormément de choses. Donc je comprends qu'elles soient frustrées, qu'elles aient envie de reconnaissance contre le pouvoir des hommes. Mais en même temps, les amoureux de la langue française sont aussi frustrés, parce qu'ils voient une langue qui est en train de se dégrader, qui va devenir une langue morte. Dans quelques années, si ça continue, il y a un journal qui s'appelle le journal Woman. Eh bien, ce journal Woman, j'ai remarqué, il y a 17 titres dans lequel il y a un mot anglais, dans 17 titres de ce journal qui fait 70 pages. C'est effroyable, nous sommes en train, il y a des rues où tous les noms des magasins sont en anglais. Voilà, je dis simplement, notre langue est en train de mourir,
et je ne suis pas le seul à le dire, tous les Canadiens ne comprennent pas pourquoi on ne réagit pas. C'est la même chose. Les Canadiens qui sont avant-gardistes sur l'écriture inclusive, justement. Oui, pour le coup. Justement, Jean Birnbaum, je voudrais qu'on jette un coup d'œil à la une de Valeurs Actuelles, qui en a même fait l'un de ses gros titres cette semaine. Je cite la une de Valeurs Actuelles, délation, chasse à l'homme, théorie du genre, les derniers combats de l'hystérie féministe. Encore cette expression hystérie féministe, est-ce qu'elle vous choque, Jean Birnbaum ? C'est même pas qu'elle me choque. C'est-à-dire que je trouve ça. En fait, je trouve que cette expression, elle est caractéristique de l'hystérie masculine, parce que en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, oui, parce que l'hystérie est une structure en fait universelle, et donc l'hystérie c'est tout à fait respectable. D'ailleurs, l'hystérie ça peut être une immense force. Étymologiquement, ça part du départ d'un concept qui a été. Mais justement, on voit bien, ne serait-ce qu'en voyant certains hommes s'exprimer, que l'hystérie est une structure qui dépasse de loin le cas des femmes, et donc ça me choque même pas. Je pense que si vous voulez, c'est dommage, c'est-à-dire que en même temps c'est presque le jeu, mais en fait les féministes ont eu beaucoup d'humour. Vous avez cité l'exemple du passé, mais en fait les féministes n'ont jamais été vraiment frustrés. Vous avez utilisé le mot frustré. En fait, c'est pas de la frustration, c'est de la révolte. Quand vous avez affaire à une injustice, vous n'êtes pas forcément frustré, vous êtes révolté. Et souvent les féministes ont eu affaire à des gens qui les traitaient d'hystériques, de tout ce qu'on veut, oui, c'est l'attaque facile. Et en fait, souvent, elles avaient beaucoup d'humour. Et je me souviens, par exemple, que quand une formule que je trouve les plus belles, et je pense que dans ce cas-là, il y aura à nouveau plein de réactions du type plutôt humoristique que hystérique. Vous savez que face au Parti communiste, à la gauche, etc., qui étaient souvent très réticentes à souligner justement la centralité des questions féministes, elles avaient repris le slogan prolétaire de tous les pays, unissez-vous, le fameux slogan communiste et marxiste. Elles avaient fait une grande banderole disant prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes? Et en fait, c'était, je trouve, une formule très belle. Je pense que toutes ces réactions-là d'hystérie masculine, fort compréhensibles, qui parfois d'ailleurs rejoignent des points intéressants et des choses intéressantes. On est d'accord sur l'anglais. Il y a beaucoup de gens, à gauche comme à droite, qui pensent qu'il faut défendre un certain rapport à la langue française et ne pas cesser, ne pas renoncer à la puissance de liberté de la langue française en tant qu'elle est indépendante aussi vis-à-vis d'autres langages, et notamment d'un certain globish, comme on dit, anglais global, un peu foireux pour dire les choses. Eh bien, en fait, je pense que là, il y aura à nouveau des réactions qui ne sont pas des réactions hystériques, mais des réactions d'humour et qui sont constructives, parce que vous dites la langue française est en train de mourir, mais vous savez bien que à chaque fois qu'il y a eu des débats de ce type, des initiatives de ce type, qui sont parfois limitées, parfois contestables, eh bien en fait, à chaque fois, on a dit la langue française est en train de mourir, et la langue française, non, elle ne meurt pas. La langue française est morte, vive la langue française. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois qu'il y a vraiment un péril extrêmement grave, et que, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir dénoncé. Sioran le disait lui-même, il disait, et Romain Gary, et tous les francophones, ils considéraient, ils voient bien qu'il y a une dégradation terrible, et que les Français n'y sont pas sensibles, parce que les Français sont très modernistes. Et ils ont l'impression qu'avec des mots anglais, ils sont plus modernes. Mais sur le plan des féministes, vous savez, moi je voudrais citer une phrase d'Alfred de Vigny, qui disait, après avoir étudié la condition des femmes dans tous les temps et dans tous les pays, je suis arrivé à la conclusion qu'au lieu de leur dire bonjour, on devrait leur dire pardon. Enfin, voilà ma position vis-à-vis des femmes. C'est vrai que je trouve qu'il y a un passif effroyable, et que c'est pour ça que je parlais de frustration. Elles considèrent qu'elles ont été tellement exploitées, tellement maltraitées, qu'elles veulent une revanche. Et cette revanche, elles la portent sur cette malheureuse langue française, parce que le masculin est le neutre. C'est ça. Mais comment l'expliquer que les origines de l'homme, c'est aussi bien sûr les origines de la femme, que l'homme, dans la langue française, comprend la femme. Voilà. Mais c'est pas contre les femmes. Et vous savez, vous faites comme si ce combat était un combat de femmes. En fait, par exemple, le jeune homme qui est cité partout, enfin, je ne sais même pas si c'est un jeune homme, il s'appelle Raphaël Haddad ou je ne sais plus. Oui. C'est lui qui a fait ce petit manuel qui a été téléchargé des milliers de fois, qui est un manuel d'écriture inclusive. C'est lui qui a interrogé un peu partout. C'est un homme. C'est un homme. Donc en fait, ce combat et ce débat, surtout, il est intéressant. Ils sont intéressants parce qu'ils nous permettent, peut-être que c'est limité, peut-être des choses contestables, peut-être que ça n'aboutira pas comme on croit, etc. Mais en tout cas, ça nous permet de poser la question du pouvoir, à même la langue, à même les mots, et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Et on va s'arrêter là, c'est la fin de cette émission. Je suis désolée, le chrono a tourné trop vite. Merci infiniment d'avoir participé à ce match des idées. On se retrouve lundi à la même heure sur Public Sénat. Ne manquez pas l'invité de Territoire d'Info demain matin. Il s'agit de Guillaume Larrivé, porte-parole du parti LR et député de Lyon. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.